Satsang 3 du 4 décembre 2019, Danville, Québec. Alors, j'ai une question écrite, donc je vais commencer par celle-là, si vous voulez bien. Je vais la lire moi-même. C'est une sœur qui n'est pas là, je crois, qui pose la question suivante. Quelles sont les conséquences dans le plan de la lumière pour une personne ayant subi des chocs électriques qui fait oublier les souffrances insupportables? Comment la personne peut vivre agapé et sentir cet amour dans son cœur et se reconnaître? Est-ce qu'il y a des dommages permanents au cerveau? S'il n'y a plus de souffrance, se peut-il qu'il n'y ait plus de joie? Le but de ces chocs est de ne plus ressentir les souffrances et fait oublier le passé. Merci pour l'éclairage. Alors, la première chose, bien sûr, qui vient, c'est que cette sœur demande comment est-ce que la personne peut vivre agapé. Mais ce n'est jamais la personne qui vit agapé. C'est justement quand il n'y a plus personne. Quand vous avez mis votre personnage en arrière-plan, et que vous avez laissé la place à agapé. On l'a bien dit, c'est pas la personne qui vit agapé. Ça se passe au travers de la personne, mais ce n'est jamais issu de la personne, puisque c'est une reconnaissance de notre éternité et un vécu du feu du cœur sacré, ou de l'agapé, si vous préférez, mais ce n'est jamais lié à la personne. Donc là, il y a déjà, dans la question de cette sœur, un positionnement un peu anormal, parce qu'elle pense que sa personne va pouvoir vivre agapé. Or, c'est justement la disparition de la personne à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, ça peut effectivement survenir, on le sait, après un grand choc, une grande souffrance ou une grande joie, c'est le moment où vous disparaissez que apparaît agapé. Donc là, vous ne pouvez pas retenir agapé, vous ne pouvez pas le saisir, vous ne pouvez pas le faire vôtre, puisque c'est ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas vous tenir vous-même, entre guillemets. Donc là, ensuite, la question des chocs électriques. En général, c'est dans certaines pathologies psychiatriques qu'on fait ça. Dans le cas de cette sœur, apparemment, c'était à cause de souffrances intenses. Il n'y a aucun lien. Il n'y a pas de dégâts dans le cerveau avec des chocs électriques. Il y a des modifications, effectivement, électriques qui se produisent, mais les circuits liés à ce qu'on a appelé les étoiles, c'est-à-dire toutes les connexions qui se font avec les différents circuits de la récompense et de la punition, ou encore au niveau des différents comportements, des zones cérébrales au niveau du néocortex, n'empêchent en rien l'état agapé. Donc, je réponds à cette sœur que le fait d'avoir subi des chocs électriques n'est absolument pas un obstacle. L'obstacle, c'est toujours la personne. Toujours. Donc là, il n'y a pas de technique pour vivre agapé, même si on emploie des techniques sans technique, c'est juste pour tromper un peu le mental et le personnage. Mais vous savez très bien, quand vous le vivez, nous avons eu plusieurs témoignages, que quand ça se vit, ça se vit naturellement. Il n'y a plus besoin de faire ces gestes, de répéter agapé, femme. Quand c'est là, vous vous êtes reconnu, et plus jamais vous pouvez vous perdre. Après, l'alchimie se fait toute seule par l'intelligence de la lumière. Donc là, c'est une erreur de positionnement par rapport à cette notion la personne veut vivre agapé. Mais tant que la personne veut vivre agapé, elle ne le vivra pas. Parce que les mots qui sont employés traduisent et trahissent le positionnement de la personne. La personne veut vivre agapé. Alors bien sûr, pour ceux qui ne le vivent pas, c'est aussi une tension, comme disait le Garde de Bingen, vers l'abandon à la lumière, mais il y a quelque chose qui n'a pas encore été vu là. C'est encore le point de vue de la personne qui pense qu'elle va pouvoir vivre agapé. C'est impossible. C'est justement dans les moments où le personnage semble disparaître, pour une raison ou pour une autre. Ça peut être, comme l'a dit Yves dans son témoignage, le fait de regarder une simple fleur, un oiseau, un végétal, de prendre quelqu'un dans ses bras, qui d'un coup crée cette rupture des vannes et dissout les voiles de l'illusion. Vous comprenez? Donc là, si vous voulez, c'est vraiment le positionnement de l'interrogation montre que la personne, en tant que personnage, puisqu'elle parle de son histoire, de sa souffrance, de ce qu'elle a vécu, et le simple fait de penser ça suffit à masquer agapé. Vous voyez? C'est pour ça aussi, quand on disait, quand Billy nous a asséné sans arrêt, qu'on ne doit pas rechercher. Je vous l'ai expliqué, la conscience est un mécanisme projectif.
C'est une projection, au sens psychologique, avec tous les aspects psychopathologiques de la projection, mais vraiment au sens psychologique. Donc si vous projetez une demande d'agapé, vous n'êtes pas prêt à accueillir, tout simplement. Hein. C'est pas non plus une histoire de méditation, parce qu'on sait très bien que la méditation conduit à certaines choses, mais qui sont de l'ordre de l'illusion astrale. Aucune méditation ne vous conduira à agapé non plus. C'est la disparition de la personne à un moment donné pour une raison ou pour une autre qui démasque ce que vous êtes vraiment. Donc il faut déjà intellectuellement, mentalement, comprendre cette dynamique, l'accepter pour pouvoir spontanément le vivre. C'est pour ça qu'on a eu la révélation du nom et du prénom, qui était une dernière clé cette année, au mois d'avril, qu'ensuite on a eu ce oui. C'est un oui inconditionné qui permet d'être disponible, comme on l'a dit, dans l'instant présent, pour le vivre, pour retrouver ce que vous êtes et vous souvenir de qui vous êtes. Mais jamais depuis le personnage. Hein. Parce que dès que vous mettez en branle, même quand vous entendez les témoignages, là, et que vous ne les vivez pas, ça crée une espèce de tension, voire même de peine, de souffrance, mais qui, là, va créer ce feu par friction. Dans le cas de cette sœur aussi, malheureusement, dans certains cas, c'est à force de tourner en rond, de s'échauffer tout seul les neurones, de s'échauffer les émotions et le mental, que tout ça est consumé littéralement. Parce que, comme on l'a dit, la bonne nouvelle est partout, et qu'on est tous porteurs de cette bonne nouvelle, même sans le savoir, c'est-à-dire l'onde scalaire. Alors ne posez pas de questions sur l'onde scalaire, sur les ondes scalaires, on verra ça demain, hein, si vous voulez bien. Mais nous émettons par le double du cœur, par le point central du cœur, le cœur du cœur, cette onde qui n'est pas soumise à la polarité de l'électromagnétisme, qui est la bonne nouvelle, qui est la bonne nouvelle du temps zéro, c'est tout. Mais pour ça, il faut que, comme je l'avais expliqué, que le corps, dans les moments privilégiés, comme hier soir, où vous avez créé cette résonance agapée dans l'éther du Carmel, il faut qu'il y ait un corps au repos, pas méditant. Il faut qu'il y ait, à un moment donné, un arrêt de cessation temporaire des émotions, du mental. Mais vous ne pouvez pas le décider, vous ne pouvez pas vous contraindre à le vivre. Vous voyez ? Il faut qu'il y ait un retournement. On a appelé l'acceptation, l'accueil, le sacrifice, le don de soi. C'est toujours les mêmes mots qui traduisent la même vérité qui est vécue pour que chacun arrive à s'en saisir au niveau du sens profond de ces mots. Hein. Et le mot accueil, acceptation, c'est quelque chose de très profond. C'est comme ça que vous découvrez réellement, comme disait Christiane Singer, que nous sommes réellement les uns dans les autres. Et que l'univers et l'ensemble de la création est ici, dans ce petit point-là, à l'intérieur. Hein. Donc, tant que vous êtes en recherche, gardez la recherche pour vous amuser, comme je fais avec les ondes scalaires en ce moment. Les cristaux, j'en utilise toujours, même si ça ne sert plus à rien. J'ai même refait une formation cristal il n'y a pas longtemps, par plaisir, tout sachant parce que les frères et sœurs qui étaient là vivaient déjà agapés, mais parce que par curiosité. Vous voyez, c'est la vie, on s'intéresse, là qui s'intéresse aux oiseaux, aux cristaux, aux végétaux, aux champignons. C'est la vie normale, ça. Mais on ne travestit pas les choses en pensant que le minéral, ou les soins, ou la thérapie vont nous faire vivre agapé. Ce n'est jamais comme ça. Hein, jamais, jamais. Donc j'invite cette sœur simplement à se poser ou à se positionner autrement en acceptant qu'elle doit disparaître. Hein, rappelez-vous, tout ce à quoi vous tenez vous tient. Si vous tenez à agapé sans le vivre, c'est aussi simple que ça, vous ne le vivez pas. Il faut être, comme je l'ai dit, disponible. Pas disponible en permanence, mais à un moment donné, l'alchimie se réalise. Et plus vous restez effectivement tranquille, plus vous accueillez, plus vous acceptez, plus vous devenez l'observateur, et plus cet observateur va vous conduire par l'observation de ce qui se passe, mais pas pour le décortiquer intellectuellement, pour le vivre de manière lucide. À ce moment-là, vous allez le vivre, sans effort. Et là, vous vous reconnaissez. Et après, c'est fini. La vie, votre vie continue, comme j'ai dit, avec votre humanité, avec les emmerdes habituelles, les joies habituelles, mais vous n'êtes que dupe. Rien ne peut s'opposer à agapé si ce n'est vous-même, inconsciemment ou subconsciemment. La bonne nouvelle, elle est partout. Hein. Nous sommes tous porteurs, je l'ai déjà dit, du corps d'éternité, même si on ne le ressent pas.
hein, et le champ toroïdal, le double tore du cœur, est actif. Il faut simplement que la conscience, qui fait écran, réellement accepte le principe de la inconscience, c'est-à-dire la cessation de l'activité de la conscience, c'est l'arrêt de toute projection, tout simplement. Ne projetez rien, parce que dès que vous projetez, vous n'êtes plus disponible pour accueillir. Si vous comprenez cette mécanique intime du fonctionnement même de la personnalité et du cerveau, je vous garantis qu'Agapé est là tout de suite. Le seul obstacle, c'est vous-même. Hein? Mais vous n'avez pas besoin de vous flageller, vous n'avez pas besoin de méditer, vous n'avez pas besoin de prier, vous n'avez pas besoin de demander. Vous avez besoin d'accueillir. C'est comme le oui. Quand on a parlé en Tunisie du oui, ce oui, eh ben c'est aussi dire oui à l'inconnu. Donc ne me demandez pas à quoi vous dites oui. Vous dites oui, c'est une affirmation dans votre cerveau. Le cerveau va reconnaître ce oui, surtout s'il n'est pas affublé d'un oui à un sujet ou un objet ou quoi que ce soit. C'est une mécanique qui est bien réelle dans le cerveau. Je ne vais pas revenir sur les neurosciences, hein, j'en ai suffisamment parlé, mais c'est comme ça que ça se passe, et pas autrement. Hein. Donc il faut avoir cette lucidité d'acceptation, cette lucidité d'accueil, au-devant du mental. Et on a dit, prendre un frère ou une sœur dans ses bras, sourire dans la rue, peut déclencher Agapé c'est l'autre, sans aucune intention de déclencher quoi que ce soit. Bien sûr qu'on ne peut pas ouvrir l'autre, c'est l'autre qui s'ouvre, mais un sourire suffit maintenant. Hein. Un mot doux, prendre quelqu'un dans ses bras, lui parler dans la rue, comme on a eu des témoignages, comme tu le disais hier, suffit à réveiller les gens, vraiment. C'est-à-dire leur faire oublier qu'ils ne sont pas seulement ce personnage, mais leur faire revenir, qu'ils se souviennent. Comme disait déjà Nisargadatta de son vivant, quand on lui demandait quelle était l'utilité, il dit sa seule utilité, c'était de vous faire rappeler qui vous étiez, c'est tout. C'est pas de vous emmener dans des histoires, dans des énergies, dans des vibrations, qui pourtant ont été indispensables, je le répète, pour arriver jusque-là. Hein. Donc si vous comprenez là c'est de la compréhension intellectuelle, ce que je vous dis, hein, c'est ni des concepts, ni vibratoires, ni énergétiques. C'est un positionnement de votre conscience. Hein. Ce que vous tenez vous tient, donc ne tenez plus à rien, ça ne veut pas dire devenir fou et laisser tomber femme, enfant, famille et tout. Hein. Là je parle d'un mécanisme qui se déroule en quelques minutes. Dès que c'est vu, c'est vécu. Et la compréhension, comme disait Bédi, effectivement, ne peut découler que du vécu. Vous pouvez exprimer, on l'a vu et on le voit encore, Agapé à travers des chants, des poèmes, de différentes manières, des peintures, ce que vous voulez. Hein. Mais c'est avant tout ce positionnement au temps zéro, dans le silence, qui va vous faire vivre la vérité. Si vous acceptez ça, il n'y a plus aucun obstacle. Si vous comprenez et acceptez que l'obstacle, c'est votre histoire, votre mémoire, votre personnage et votre positionnement, à ce moment-là, c'est déjà les 90% de la traversée qui est faite. Hein. C'est affreusement simple. Un commentaire par rapport à ça, non? Alors, je vous rappelle que si vous posez des questions orales, on décale ça pour que vous puissiez la poser dans le micro. Hein. Mais moi, je vais me déplacer. Si tu veux, oui. Ben, viens là. Oui. Mais parce qu'on se sent privilégié à sa côté de toi. Alors, voilà, Joanne arrive. Hop. J'en ai une à te poser. Oui et non, c'est plus une information que tu m'as donnée à la maison. Je suis convaincue qu'elle va être utile à plein de gens. Concernant le jeu. Oui. Le jeu est identifié notre vie au personnage. Bon. Et on nous a demandé de décréter. Puis moi, quand je disais je décrète, il y avait toujours un petit crichage dans moi. Parce que je me disais, je décrète, mais c'est encore comme le jeu du personnage. Puis, au lieu de dire j'accueille, j'accepte, pour contourner ça, j'avais dit tout est accueilli, tout est accepté et tout est traversé. Fait que là, je sortais le personnage. Et hier, quand Marianne a fait son témoignage, à un moment donné, elle en a parlé du jeu personnage. Et on en a parlé à la maison, où tu m'as dit, non, là, on n'est plus dans ce jeu-là, mais bien de... Et c'est pour ça que... Tout à fait. Quand on dit jeu, on parle du jeu, on parle toujours à la personne, on pense au personnage, à l'ego, à l'histoire.
Mais rappelez-vous, l'année dernière, on parlait du jeu éternel et du jeu absolu. Parce que c'est le même jeu. C'est le même jeu, mais vu autrement. JE, pas JEU. D'accord? Quand on monte en vibration, on touche le soi, on le sait, mais le soi n'est pas le jeu. Le soi est un obstacle. Le je suis un, c'est une étape peut-être, mais c'est pas le terminus. À un moment donné, il y a aussi le sacrifice du soi, c'est le don de soi, le don du soi à la vérité, que vous ne connaissez pas, mais que vous allez vivre nécessairement. Donc quand tu dis « je décrète », même si ça semble partir du personnage, ce n'est pas vrai. À partir du moment où tu as vécu ne serait-ce qu'une minute agapée, quand tu emploies le mot « je », ce n'est plus l'ego. Ce n'est plus seulement le personnage, mais c'est aussi le jeu éternel ou jeu absolu, qui lui a toujours été là. Donc, ne vous posez pas ce genre de questions, bien évidemment. C'est pas je décrète au sens de l'ego, c'est le jeu, même si c'est le même jeu, c'est que pareil, c'est la même chose. C'est les deux versants de la même pièce, entre l'être éphémère et le non-être, l'éternité. Aussi, est-ce que, en tout cas, le décret que tu m'as dit, là, de dire concernant là, cette acceptation du rêve, là, ben, si tu penses que c'est le fait de l'aborder, parce que moi, ça a été très, très utile et à Yves aussi, c'est que, vu qu'on est dans le jeu de décret, et la phrase que tu m'as dit à la maison, là, que je pouvais dire. Mais tu sais très bien, et Yves en a parlé, vous savez très bien que c'est justement dans la confrontation quotidienne qu'on arrive à voir le jeu et à en parler. Comme je disais, dès que vous vivez agapé, mais même si vous n'avez vécu qu'une minute et que ce n'est pas encore installé totalement, vous voyez très bien, parce que je vous rappelle, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, sur toute la Terre, on est tous observateurs. Tout le principe de Bidi en 2012 de faire décoller la conscience de l'identité corporelle, de se croire ce corps, ça a été de faire naître l'observateur ou le témoin. Aujourd'hui, tout être humain, quoi qu'il en pense et en dise, même à travers les gens de positionnement de cette question, c'est évidemment la même chose, c'est-à-dire que ce qui s'exprime, c'est le témoin. Nous sommes tous le témoin. Le corps d'éternité est là pour tout le monde, la bonne nouvelle est là pour tout le monde, il suffit simplement que la conscience, à un moment donné, s'efface. Et dans le jeu du personnage, à partir du moment où le témoin est là, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez instantanément, pour vous-même comme pour chacun, quand vous êtes dans le personnage ou quand vous êtes vrai. Mais c'est pas quelque chose qu'il faut condamner, bien au contraire, puisque c'est ce jeu entre l'éphémère et l'éternel, entre la lumière et ce qui n'est pas la lumière, qui permet d'asseoir encore plus ce que nous sommes. Hein? Et accepter de jouer le game, c'est exactement ça. C'est justement dans la vie quotidienne, de tous les jours, dans les faits quotidiens, qu'on a le plus de possibilités de voir, de discriminer, d'observer ce qui est de l'ordre du personnage et ce qui est de l'ordre de la vérité. Et ce game devient vraiment un game, c'est-à-dire qu'on le voit, on en rit, même s'il y a un clash avant, entre deux personnes, dans une famille, dans quelque situation que ce soit, vous le voyez, nous sommes tous témoins. Même si on n'en a pas conscience. Parce que, à l'époque, par exemple, en 2009, au début des Noces Célestes, quand on parlait d'abandon à la lumière, quand Naël développait la vérité absolue, la vérité relative, les gens se posaient la question, ils ne voyaient pas leur mental. Quand Pépère parlait du lotage de touffe et du petit vélo, les gens n'arrivaient même pas à comprendre, à voir et à percevoir qu'ils étaient dans leur mental. Aujourd'hui, tout le monde le voit. Vous le voyez très bien, même si vous ne voulez pas vous l'avouer. Continue, je vais aller chercher la phrase que tu m'as décrétée. Ouais. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui est totalement ce qu'on appelle l'état naturel, et d'ailleurs c'est ce que nous disons tous quand nous le vivons, c'est tellement simple. Alors ça, il n'y a rien de plus qu'énerve l'ego, que quand vous entendez quelqu'un qui vous dit c'est tellement simple et que vous ne le vivez pas. Mais c'est pas grave, ça crée un feu par friction qui va démasquer le témoin et va conscientiser le témoin, qui est l'étape en général qui n'est pas linéaire, c'est pas toujours comme ça, mais en général c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que le témoin est vu et vous riez de vous-même, vous riez de vos postures, vous riez de vos crises si c'est dans un couple,
Et l'amour est là. C'est aussi simple que ça. On va mourir de rire. Alors, la phrase que tu m'as dit, c'est « Je décrète, ce que je vis est un rêve ou un cauchemar, j'accepte de le vivre. » oui, tout à fait. On ne peut pas fuir le rêve. Le corps, il est là. C'est la seule réalité que nous vivons. Même si nous avons accès aux autres dimensions, même si j'ai voyagé dans toutes les dimensions, c'est ici que ça se passe. Quand je dis c'est ici, c'est sur Terre et ici, et nulle part ailleurs. Donc c'est au travers le jeu du rêve, de l'illusion, du cauchemar, quand il y a des choses terribles, que vous avez tout pour vous retrouver. Et pas ailleurs. La montée vibratoire, tout ce qu'on a fait, activer les étoiles, les portes, les circuits, l'onde de vie et tout, était, comme je l'ai dit, un échafaudage, ça a été dit encore hier, un échafaudage préalable pour reconstruire la maison, l'ultime demeure. Après l'échafaudage, on ne le laisse pas, on l'enlève. Ça ne veut pas dire qu'il va disparaître. Les énergies, les vibrations, je les sens en permanence. Hier soir, quand vous avez fait résonance agapée dans l'espace, les pieds se sont mis à brûler, le cœur il était en rythme incroyable, il y avait des énergies et une vibration intense. Mais, néanmoins, la vibration est là, mais elle n'attire plus ma conscience. Parce que la conscience se dissout à ce moment-là. Donc le processus se vit. On n'a plus besoin du tout de porter l'attention sur une étoile, sur une porte, sur un chakra, sur quoi que ce soit. Je dirais qu'aujourd'hui, la seule attention que vous pouvez porter, ça rejoint ce que nous avions fait au mois de juin, c'est-à-dire, et ce que je fais à chaque rencontre, le mouvement respiratoire ternaire au niveau des os du crâne. Mais aujourd'hui, de la même façon, je peux vous dire oui, il faut le faire la première fois parce que c'est physique, mais si vous êtes ouvert, moi j'ai plus besoin de mettre les mains, je pense hic, hop, et ça se met à se mettre en mouvement respiratoire ternaire. C'est même quasi constant, même sans que je fasse quoi que ce soit. Vous voyez? Donc, ça va devenir de plus en plus facile. Et même si aujourd'hui ça vous semble tellement loin de vous, que vous vivez peut-être encore une frustration, mais pourquoi je ne le dis pas? Ne vous inquiétez pas. Laissez ce feu par friction de la personne, parce que ça vient de l'ego, cette revendication. Laissez-la se consumer d'elle-même. Plus vous restez tranquille, encore une fois, plus vous acceptez le rêve. C'est-à-dire qu'il faut tout accepter. Ça ne veut pas dire, si vous avez une maladie, il ne faut pas s'en occuper, ne comprenez pas de travers, je le redis. Si vous avez quelque chose, allez voir un médecin, soignez-vous en énergétique, en ce que vous voulez, mais ça, ne mêlez pas ça à agapé. Même si agapé, effectivement, entraîne des miracles. Mais ne pensez pas à agapé, comme je le disais, pour un soin. Quand quelqu'un demande une résonance agapée, que vous faites des résonances agapées, le plus sage, c'est de ne rien savoir. Parce que si vous savez dans votre tête la pathologie, même si vous n'êtes pas médecin, énergéticien ou autre thérapeute, vous allez, à l'insu de votre plein gré, avoir quand même dans le subconscient l'idée de soigner la personne. C'est pas vous qui soignez. C'est agapé qui décide. Ce n'est jamais vous qui décidez. C'est pareil dans les résonances, c'est l'intelligence de la lumière. On a développé ça aussi hier. Quand les gens demandent agapé, je vous l'ai dit, ils envoient un mail. Puis ils ont compris que dès qu'ils envoient le mail, ils sont guéris. Ils vivent agapé. Ou alors, encore plus simple, ils pensent à quelqu'un qui est agapé, ils le vivent. Pas uniquement Jean-Luc Caillon, ça n'a rien à voir. Vous pouvez le faire avec Pascal, vous pouvez le faire avec n'importe qui. Tous ces gens qui vivent agapé, il suffit de penser à eux et vous allez le vivre, même sans rien demander. C'est comme ça que la bonne nouvelle se propage. C'est quelque chose, à l'époque, l'année dernière, j'avais appelé ça une pandémie, mais c'est pas un jeu de mots, c'est pas un amusement, c'est la vérité. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Oui, le rêve ou le cauchemar doit être lui aussi accueilli et doit être lui aussi traversé. Même s'il faut, encore une fois, si c'est une maladie, voir un thérapeute, un médecin, mais c'est la posture de la conscience, le positionnement de la conscience qui règle tout. Acceptez que la conscience soit une imposture totale et vous le vivrez. Mais tant que vous mettez en avant la projection de la conscience, que ce soit la conscience ordinaire de l'ego, je veux vivre agapé, moi je ne le vis pas, je suis frustré, vous ne pouvez pas le vivre. C'est le moment où vous lâchez tout, le moment où vous êtes crucifié, comme on a dit, quelle que soit la circonstance, ça peut être un deuil, ça peut être une grande joie, ça peut être simplement, dans le témoignage de l'île, l'observation d'un végétal. Tous les prétextes sont bons. La seule chose à régler, c'est d'accepter
que nous ne sommes pas, bien évidemment, ce corps, que nous ne sommes pas ce que nous percevons. La perception est liée à la conscience, bien évidemment. Mais c'est dans la apperception, même si vous le percevez, vous passez au travers. Vous n'avez plus besoin de vous focaliser, si je peux dire, sur une énergie de vibration comme on l'a fait à l'époque avec le yoga de l'unité pour activer les étoiles, les portes et vivre les processus vibratoires. La inconscience n'est pas un processus vibratoire. C'est le grand silence. C'est là où c'est le trou noir du cœur. Si tu permets, je voudrais un témoignage parce que je suis convaincue qu'il y a sûrement plein de gens qui vont se reconnaître. Bon, tu sais que moi, c'est ce que je vivais, la supraconsciente. Puis bon, et quand des choses dans ta vie est difficiles, ben, quand tu vis ça, cette supraconscience-là, c'est un bon, c'est une douceur, c'est tellement beau à vivre. Jusqu'à temps qu'on t'entend que non, ça fait partie quand même de l'illusion, puis c'est la inconscience. Ça, c'est difficile à accepter parce que c'est comme ce monde-là que tu as besoin pour accepter de continuer à vivre dans ce monde-là, en ayant vécu aussi au Canada avec Kalba et toutes ces choses-là. Fait que, puis là, ben, quand on a parlé, tu as commencé à parler du jeu vidéo, puis là, je vais te parler en tant que Québécoise, là, OK? Avec ben du gros personnage, là, OK? Je disais, attends que je pogne l'état en haut qui a fait ce scénario-là, il va en manger toute une. J'avais juste envie de dire, hey, qu'est-ce qui arrive d'avoir écrit une affaire de même, ça n'a pas de bon sens. J'ai vécu la colère sur ce que j'avais à vivre. Quand tu as dit, c'est nous. Là, je me suis dit, ben non, je stagie au bout. Il n'y avait pas de cosmique, ça se pouvait pas que je me sois écrit un scénario comme ça. OK? Puis je réalise que même si c'est moi qui l'écris, je ne me suis pas mis de pause. Mais là, je l'accepte, mais à un moment donné, ça aussi m'irritait de ne pas avoir pensé dans le scénario, de me mettre des moments d'arrêt où je pouvais être fainéante, moi aussi, puis je pouvais être dans le silence, puis bon. Puis en tant qu'organisatrice, ben c'est pas nécessairement facile tant que tu vis pas pleinement l'intelligence de la lumière et que tu ne vis pas, n'acceptes pas que tu n'as rien à décider. Tu sais, que c'est pas toi, ça passe. Mais toutes ces étapes-là, je les ai passées. Et le fait, moi, ce qui était magique, c'est quand tu dis, c'est nous qui l'avons écrit. Là, je me dis, je peux pas monter à haut et n'engueuler un, même que je quitte, c'est que là, c'est moi. Bon. Puis il s'est fait une acceptation. Puis de plus en plus, tout a été plus facile, tout a été plus en harmonie, et toute cette résistance-là s'est mise à tomber en sachant que c'était moi. Des fois, le personnage n'est pas tellement d'accord parce qu'il j'aurais fait ça autrement, mais il accepte. Puis là, il résiste presque plus. Vraiment, c'est... Tu as bien vu hier soir quand tu es arrivé avec ta liste des oui. Au bout d'un moment, oui. Mais là, pour ceux qui ne savent pas, mais en juin, ici au Carmel, il y avait la mère supérieure qui, à tous les soirs, se manifestait pour qu'on ait toujours un paquet de listes de choses à faire penser, à redire. Et là, j'avais pas envie de vivre ça de la même manière. Fait qu'hier, j'ai dit, c'est le dernier soir que la mère supérieure vient faire des petites remarques, puis on a déchiré le contrat, puis ici au Québec, on lui a donné son bleu. Ça, donner son bleu, ça veut dire qu'elle perd son travail, elle perd sa job, elle est au chômage, puis fait qu'elle a découvert d'autres choses ailleurs, mais ici, j'ai déchiré mon papier, puis il n'y en a plus de mère supérieure qui va venir jouer ce rôle-là. Mais c'est énorme en moi, cette transformation-là, ce changement qui s'est fait. Mais chaque étape a pu être de la résistance, de la violence, de la souffrance, de la peine, de la non-compréhension. Mais je me suis tellement répété, tout est accueilli, tout est accepté et tout est traversé. Aujourd'hui, puis le personnage a réagi. Oui, il s'est venu me chercher, mais bon, le personnage sera là jusqu'au dernier souffle. Mais l'espace est là. Fait qu'il y a des choses que j'ai même pas dit aux gens. Je me suis dit, ça se dit entre nous ce que j'aurais pu avoir à dire. Ça se dit pareil, juste dans l'organisation. Fait que déjà, puis moi je voulais dire qu'on a souvent parlé du personnage, confrontation,
Et non, moi cet été, mon personnage m'a parlé pour dire, hey, j'ai été constituée d'ADN reptilien, d'ADN de Marie. J'ai été fabriquée avec le monde de la falsification. Puis mes cellules manquaient d'amour, mon corps manquait d'amour, et c'était fini après ça de le voir comme un sac de viande, ou comme étant un personnage. Le cœur absolu de la bosse que je suis a tout enveloppé ça, les a tout accueillis dans cet amour-là, parce que le corps est aussi victime, entre guillemets, que j'ai utilisé à ce moment-là, de ce manque d'amour-là qui voudrait vivre aussi, mais qui a été constitué parce qu'il n'en était pas. Puis à partir du moment où le cœur, tout a été pris dans les bras, le corps, les cellules, et maintenant nous ne faisons qu'un, et nous ne sommes pas séparés. Et l'amour du cœur est même dans ce corps-là. Et pour moi, je suis capable d'appeler personnage, à moins de discuter avec des gens. Non, il n'est pas un personnage. Il est le corps à travers l'intelligence de la lumière, vit, manifeste, parle, exécute ce que l'intelligence de la lumière et ce que nous sommes passe à travers lui. Fait que pour moi, il est beau, il est à prendre soin, il est à être aimé, puis je te dirais même le mot « il » est de trop parce que je sens vraiment que ça devient de plus en plus un tout et une seule et unique. Pas chose, là, mais une seule et unique. Ça. Et à ce moment-là, tu arrives à rire, comme hier soir, toi-même, de ton propre personnage. Ah, ça prenait du temps avec moi, mais oui. Oui, c'est risible, effectivement. Ouais, mais tant que tu l'as pas vu, c'est pas risible. Hein. Mais quand c'est vu, tu ne peux qu'en rire. Mais je le voyais, mais il manquait de l'amour dans le corps. Oui. Il manquait de l'amour dans les cellules. Il manquait beaucoup d'amour. À partir du moment où il s'est fait un tout en moi. Il s'est fait l'amour que je savais que j'étais, que j'avais vécu, il y avait à communiquer entre les cellules, le corps et le cœur. Puis cette communication s'est faite, après ça, tout a été plus facile. Même s'il peut y avoir des petites périodes un petit peu, mais ça ne dure pas, c'est pas long. Puis on sait que, regarde, c'est le rêve. Alors, je reprécise à propos de ce que tu dis, qu'on a quand même des moyens d'être aidés à différents niveaux. On ne va pas reparler ce soir, mais je vous l'avais dit quand même, il y a le mouvement respiratoire ternaire, qu'on refera demain quand même. Vous avez les champignons qui vont rétablir les connexions neuronales au niveau du cerveau. On a parlé des champignons pendant longtemps. Vous avez le régime cétogène. Vous avez des choses qui vont mettre votre corps, mais aussi votre conscience ordinaire, dans les meilleures dispositions. C'est-à-dire que, d'abord, vous nourrissez le corps avec ce qu'il a besoin. Vous nourrissez le mental avec ce qu'il a besoin. Votre mental pose des questions. Ben moi, le mental, pas plus tard que cet été au mois d'août, pendant 15 jours, je voyais le mental qui était là. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et je l'ai laissé travailler. Bon, ça a duré 15 jours, c'était pas très confortable, la joie était toujours là. Et puis ben, le mental, quand il a vu qu'il n'avait aucune prise, ben, il est parti. Pourtant, c'est mon mental. J'en fais pas un ennemi, j'en fais un allié. Mais là, il a fait une rébellion, quoi. Mais ça arrive. Ça arrive. Mais vous n'êtes plus dupe. Quel que soit ce que vous traversez, vous n'êtes plus dupe. Et c'est d'une grande légèreté. C'est une grande liberté parce que vous vous dites, ça y est, je me suis souvenu, je me suis reconnu. Même si ce n'est pas la perfection, parce que de toute façon, les joies, les peines de ce corps, de ce monde, de cette vie, des relations, quelles qu'elles soient, qui seront toujours là, bien sûr. Mais vous les vivez d'une autre façon. Et bien évidemment, c'est résolutoire, que ce soit dans les relations de couple, que ce soit dans les relations avec votre corps, avec vos propres cellules, tout change. Vous voyez ? On peut s'aider aussi avec les cristaux, on ne va pas reparler des cristaux, mais avec les cristaux, j'ai parlé de la fluorine, on a beaucoup parlé de pierre aussi durant ces années, mais vous avez aussi des cristaux qui vous aident non pas à vivre agapé, mais au moins à vous aligner entre le personnage, le mental, le supramental et la vérité. Hein. Donc donner les nourritures nécessaires peuvent aussi favoriser l'émergence de ce que vous êtes.
pour ça que j'ai tant parlé des champignons, des neurosciences, de l'alimentation récemment. Alors que moi, l'alimentation, je m'en fous. Mais effectivement, quand vous constatez les effets sur vous-même du régime cétogène, sur l'addiction au sucre, sur votre santé, la santé physique ici, sur Terre, c'est une aide, c'est un soulagement. Comme disait cette sœur, quand il y a des souffrances, la souffrance aussi peut conduire à la joie, bien évidemment. Au niveau neuroscientifique, il y a très peu de différence entre la souffrance la plus extrême et l'amour. Parce que dans la souffrance, vous êtes déchiqueté, vous disparaissez dans ce néant, tel que l'appelle l'ego, mais dans l'amour, qu'est-ce que vous faites? Vous disparaissez dans le néant qui n'est plus le néant, mais qui est ce fameux rien qui contient le tout. Ce qu'on a appelé l'humilité, la simplicité, la voix de l'enfance, c'est la même chose. Hein. Donc on a été, en tout cas à mes yeux, parfaitement accompagnés dans ce jeu vidéo par un ensemble de repères qui ont été placés, de jalons qui ont été placés sur notre route, aussi bien dans notre vie personnelle que dans notre dimension, que dans d'autres enseignements, bien évidemment, qui nous ont prédisposés à vivre avec de plus en plus d'évidence cela. C'est ce qui se passe. Hein. Donc n'hésitez pas à entretenir votre corps sans en faire une fixette. N'hésitez pas à utiliser des cristaux si vous voulez. Ou n'hésitez pas, comme hier soir, quand je vous ai dit, vous faites la posture avec les mains comme ça, en remettant agapé femme. C'est un stratagème, c'est un subterfuge, puisque vous allez constater très rapidement derrière que vous n'avez besoin de rien, c'est l'intelligence de la lumière qui agit. Il n'y a même pas besoin du positionnement de votre corps, il n'y a pas besoin de répéter Abba, agapé femme ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de demander quoi que ce soit, pour vous ou pour l'autre, c'est la résonance, c'est l'onde scalaire qui n'est pas polarisée, qui s'échappe de votre double ton du cœur, qui va toucher l'autre, et dans lequel l'autre se reconnaît. C'est aussi simple que ça. Mais si vous mettez en avant trop de décors, c'est plus des béquilles. À ce moment-là, vous êtes dupé par le décor et la scène de théâtre. Et vous allez croire aux visions, vous allez croire aux énergies, vous allez croire aux vibrations, qui pourtant ont été très utiles dans le rêve, mais nous sommes antérieurs à tout ça. Et agapé est là, nulle part ailleurs. Et ça se trouve aussi là, au cœur du cœur. Et ça se trouve dans ici et maintenant. Au cœur, au centre. Oui, ça vient de dire de faire un autre partage. C'est très intime, mais ça va en surprendre quelques-uns. Mais moi, je suis très à l'aise de partager. Oui, la vie a été difficile, puis comme je m'étais fait un scénario assez quand même pénible à jouer. Et au cours de l'été, une journée particulière, le 9 août, je portais en moi une souffrance tellement énorme que ça ne pouvait pas être la souffrance de seulement ce corps qui avait sa vie. Et, mais tellement lourd à porter que le corps ne pouvait plus le porter. Et bon, c'est pas pour aller là-dedans, mais bon, je sais que ma généticienne, le quitte c'est des affaires que j'ai fait. Bon. Mais j'en ai qui avaient déjà parlé de ça au mois de février. Mais moi, j'avais décidé que je terminais. Je finissais ma vie. C'est assez. Mais moi, j'ai pas peur de mourir. C'est d'ici, c'est ici, tu sais. Moi, j'ai aucune peur de mourir. Fait que j'avais décidé que j'en finissais. Mais je voulais juste pas me manquer. Parce que je me suis dit, c'est lourd, puis si je me manque, puis que je suis handicapée, ça va être encore pire. Fait que j'avais écrit une lettre, j'ai écrit une lettre à Yves. J'avais envoyé un message à Jean-Luc sur Messenger. Merci beaucoup. À un autre groupe de mes amis intimes, merci pour tout. J'ai envoyé un message à Maria. J'ai écrit, c'est terminé pour moi, ça se finit ce soir. J'attendais qu'il se couche. Mais tellement bien, juste, c'est quoi la quantité pour pas me manquer? Ça, je ne l'avais pas, la dose. Mais j'aurais tout pris, mais bon. Fait que cette détresse-là, elle était tellement. Puis Yves a été éclairé. Parce que, là, avant d'aller se coucher, bon, en tout cas, ça a fait qu'il m'a accompagné là-dedans. Puis j'ai demandé d'être éclairé. Parce que je savais que c'était trop énorme. Et là, on m'a dit, va réécouter
les langues, verbes des mères généticiennes, grand-mère 1 et grand-mère 2. Et là, tu en parles de cette souffrance-là, qui est tellement grande, qui peut être portée par certains êtres. Mais tu dis, c'est fini, tout. Mais moi, ça n'avait pas fini à ce moment-là. C'était pas encore fini. Et j'ai écouté le langue verbe, j'ai écouté grand-mère 1 et j'ai écouté grand-mère 2 de la création où je me reconnais dans des choses. Et ça l'a comme allégé. Ça l'a un peu bouclé l'histoire qui était reliée à ça. Par les langues verbes qu'il y a eu aussi à l'intérieur de moi. Puis, suite à ça, ça a fluctué, ça n'a pas été oilé, ça n'a pas été, ça n'a pas été blanc d'abord, noir de l'autre, basculé là. Mais ça s'est fait progressivement. Même quand j'en ai dit, on a besoin des fois de vivre une souffrance tellement grande. Puis tu dis à un moment donné, j'ai accepté de mourir pour autre chose. Mais moi, ce soir-là, j'acceptais de mourir et je me suis dit, je vivrai l'événement d'en haut, puis je le regarderai. Mais il n'y avait rien. Je ne perdais rien. J'étais juste libérée de la souffrance. Ça s'appelle le sacrifice. C'était dur à vivre en sacrifice. Je précise quand même que c'est exactement la même période, alors que je t'en ai pas parlé, où j'ai vu ce mental revenir au galop et m'emmerder pendant 15 jours. L'avantage que j'avais, c'est que j'arrivais à rester tranquille. Mais c'est vrai que c'était une période, pas de souffrance, je ne peux pas dire parler de souffrance, mais non pas d'interrogation non plus, en se demandant, mais qu'est-ce que ça fout là, ce truc-là? Tu vois? Donc j'ai réussi à maintenir l'observateur, à laisser passer cet orage mental qui même pas nous est venu, parce qu'il n'y avait aucune raison. Il me racontait que des conneries. Comme d'habitude, il dit oui, mais c'est pas vrai, c'est parce que tu vis là, c'est des conneries. Enfin, s'il me raconte, lui. Et c'est la même époque. Et après, c'est parti, bien évidemment. Dès l'instant où tu lâches prise, là, moi c'était moi, ok, j'accepte de mourir. C'est fini. Hop, fini. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment le jeu entre l'éphémère et l'éternel. Et quoi que vous jouez, c'est pour ça qu'il faut accepter, parce que même si c'est une maladie, même si c'est une souffrance, même si c'est quelque chose qui vous semble intolérable, c'est justement ce qu'il vous fallait. Alors bien évidemment, dans un premier temps, l'ego rue dans les brancards, le personnage est rue dans les brancards, on ne peut pas accepter ça. Eh bien si. Moi, il acceptait. Il a accepté. Quand tu acceptes, c'est fini. Parce que la souffrance, elle était vécue dans le cœur, dans le corps et dans les cellules. Et dans les cellules. Dans l'esprit. Il n'y avait pas de place, c'était un gouffre où il n'y avait aucune issue. Fait que pour moi, c'était l'acceptation. La seule condition, j'ai demandé à l'intelligence de la lumière, je ne veux pas me manquer. Il faut que ça soit total, mais pas partiel. Mais après ça, ça n'a pas été, comme je dis, quand j'ai l'impression qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui peuvent vivre une forme de détresse ou de souffrance. Puis là, c'est parce que c'est beau, ce que je vis, c'est très beau, et là, c'est vraiment autre chose, là. Mais c'est d'accueillir, d'accepter, de se laisser traverser. Puis, le beau arrive. À un moment donné, on ne sait pas quand. Puis j'avais même accepté suite quand j'ai vu que, bon, il fallait continuer à vivre. Puis je me disais, bon, ben j'ai fait le scénario, peut-être que moi, là, je vais le vivre seulement la journée de l'événement. Parce que j'étais en manque depuis le calvaire, puis j'étais en manque depuis 2008 avec Autre Dimension. Tu sais, quand tu disais, la lumière va vous trouver, je disais, elle m'a trouvé au calvaire, pourquoi qu'elle ne me trouve plus? Elle m'a trouvé, elle a trouvé, pourquoi qu'elle ne me trouve plus? Ça, c'est tout du mental. Mais tu sais, c'est cette détresse-là, là, qui est là. Mais ça a tout été passé au travers. Puis maintenant, je suis très, très heureuse et très heureuse d'être avec vous, de vivre ici ce qu'on est en train de vivre. Merci. Ton témoignage ressemble en parfaite adéquation avec cette femme dont je parle beaucoup, Christiane Singer, qui est décédée. Quand elle a eu son cancer, elle était vraiment en stade terminal. Et le texte le plus sublime qu'elle ait pondu, c'est justement juste avant sa mort. Quand elle a dit, quand tout est rabouté, elle
un cancer, hein, donc on imaginait un stade terminal de cancer. Là, c'était irréversible. C'est pas simplement dans l'intention de la tête de mettre fin à ses jours. Elle a écrit, bon, je ne me rappelle plus du texte exact, mais elle disait, c'est quand il n'y a plus rien, que la maladie vous a totalement raboté, que la souffrance est tellement intense, et bien justement, c'est pas là qu'il n'y a plus rien, c'est là où vous vivez la vérité. Et on n'a pas besoin d'aller jusqu'à cette extrémité aujourd'hui. Tout ce que j'essaye de vous dire, c'est pas des enseignements, c'est des pratiques finalement de compréhension, même mentale, même intellectuelle, de la posture, du positionnement dans lequel vous devez voir ça, dans la lucidité dans laquelle vous devez le voir. Et ce que tu as décrit, c'est exactement la même chose. Bon, Christiane est morte, bien sûr, elle était en stade terminal, mais ce texte qu'elle a pondu à la fin en disant « Quand il n'y a plus rien, il n'y a pas plus rien, on est les uns dans les autres, il y a l'amour, il n'y a que ça, il n'y a plus que l'amour. Quand il n'y a plus rien, il reste que l'amour. » Et c'est là que vous voyez que ce rien est le tout. Donc ce que tu as décrit, ce que tu as vécu, est totalement superposable à ce que vivent beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui. Donc, je vous dis, c'était un message non pas d'espoir, mais de vérité. Si vous êtes en souffrance, si vous ne vivez pas agapé, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous voulez poursuivre le rêve, au contraire, parce que vous êtes en demande. C'est simplement qu'il faut arrêter de demander. Mais vous allez vous épuiser comme ça, parce que le feu, par friction, crée encore plus de souffrance, que ce soit dans le corps ou dans la tête, mais vous allez consumer votre feu vital. Et le feu igné, il va se révéler à ce moment-là. C'est ce que je me disais. Oui. Parce que même si c'est le feu, voyons. Le feu vital, le feu de l'ego. Bon, mais pas le feu de l'ego. J'ai dit, il brûle pareil. L'important, il faut que ça brûle. Ça brûle là. Si ça peut brûler par le feu du cœur sacré, tant mieux. Mais si ça prend le feu, ben, il brûle, puis il consomme tout, puis il n'en a plus. Exactement. Puis je peux dire aussi que j'écoutais, puis il y a des fois, je souffrais quand vous disiez les intervenants. Ça, il suffit d'une seconde que vous êtes sacrifié pour que ça se vive. Hey, ça fait plus qu'une seconde, puis je me sacrifie, je peux pas me sacrifier plus que ça, puis je la vis pas. Fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté d'écouter. Ça m'amenait une colère. Et j'écoutais Ginette Forget parce que t'as mis. Et j'écoutais Christiane Saint-Gé, où il y avait cette douceur que j'avais besoin, parce que, disons que je m'étais brassé le cœur, là, tu sais. Et j'avais besoin, pas de me faire brasser dans des paroles, là, tu sais, une douceur. Et j'étais à l'ordi, puis je préparais la rencontre, puis j'écoutais en boucle, l'une et l'autre, là. Puis ça m'a permis. Puis quand Christiane Saint-Gé a dit à un moment donné que c'est quelqu'un qui avait dit ça, là, un monsieur qui avait fait la guerre, là, puis de chaque endroit où tu as laissé une marque de souffrance, là, que, je me dis, avec toutes ces absorptions-là et tout cet accueil-là qu'on fait, c'est ce qu'on fait par tout ce qu'on a pu semer ou qui a pu rester de cette souffrance-là qu'on a portée, qu'on a pu dire en parole, en geste, en contact, quoi que ce soit. Cet accueil-là la reprend et la place dans l'amour. Et il n'y en a plus. Fait qu'elle avait dit à sa manière, puis moi j'ai eu le regard avec ce qu'on fait nous, qu'il y en reste plus. C'est pour ça d'ailleurs que je publie beaucoup, effectivement, Ginette Forget, Christiane, en fait, beaucoup de femmes qui le vivent, qui aujourd'hui vous disent la même chose. Nasrine Reza, par exemple, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, vous en avez d'autres au Canada, il y a Claudette Vidal, il y a Betty Thirion, parce que la femme est porteuse de ça, bien sûr, avec cette douceur, et dans laquelle vous, mesdames, surtout, vous pouvez vous reconnaître, bien sûr. Ça rejoint l'histoire du féminin sacré, du viol du féminin sacré, de l'anomalie primaire, bien sûr. Et c'est pour ça que je publie beaucoup ces femmes-là, parce qu'effectivement, dans une autre approche qui n'est pas la mienne, mais on vit la même chose. Simplement avec, par exemple, Ginette, avec sa sensibilité, elle s'appelle elle-même artiste de la présence, parce qu'elle a ce don comme écartelé, qui ne dit pourtant pas l'absolu, est certainement le meilleur enseignant par rapport à l'instant présent. Il a décortiqué ça, analysé ça, et sur le plan pédagogique de façon formelle. Alors c'est pas grave, il ne dit pas l'absolu, mais ça va venir. Mais il a donné une clé majeure, qui est l'instant présent. Et il m'explique d'ailleurs beaucoup mieux que moi. Chacun a ses compétences. D'accord. Moi je trouve les liens, avec les neurosciences, avec
ma vie, ce que j'ai fait de ma vie. Et certaines de ces femmes ont cette aptitude féminine, du féminin sacré, à laisser parler cette douceur et à peut-être vous emmener peut-être plus facilement, pas à l'absolu, parce qu'il parle de présence, il ne parle pas d'absence, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Laissons-les contaminer avec la présence, parce que la présence débouche sur l'absence, qu'on le veuille ou pas. Hein. Donc c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. La clé, c'est l'instant présent. Et si vous avez n'importe qui, que ce soit un clown, un artiste, un chanteur, on l'a vu avec la fête musicale la dernière fois, avec la chanson qu'on avait découverte à bas, je suis à toi. Si vous regardez les chansons même canadiennes que vous nous avez passées, qu'on ne connaissait pas, on se dit mais c'est hallucinant, comment est-ce que ces artistes, ces poètes ont pu, il y a 40 ans, il y a 50 ans, écrire de telles choses qu'on ne peut comprendre et vivre qu'aujourd'hui. Parce que tout a été écrit. C'est comme ça que vous vous souvenez. Hein? Et tous les moyens sont bons. Puis moi, je me dis, fracture, c'est bien. Il y a des gens qui vont peut-être avoir besoin de... Moi, je veux une fracture un peu comme un marteau-piqueur, tu sais, que tu as du béton, tu sais. Puis après ça, ben, tu peux peut-être prendre juste un petit balai, puis un petit quelque chose pour ramasser. Sans toujours... Ceux qui auront besoin de ça, mais pour ceux qui fracturent et qui ont besoin de douceur, on les a, ces deux personnes-là aussi, qui sont là. Et qui sont tellement belles et tellement douces à écouter. Puis ça nous aide quand on a besoin de douceur, parce que moi, souvent, je me suis vue un peu comme un étalon où, quand j'étais à terre fatiguée, je sortais le fouet, puis je me fouettais, puis on repart, puis tu sais, dire, je suis capable d'en prendre. C'est toutes des paroles qu'on a pu dire au cours de notre vie, mais on s'est tellement piégé. Puis moi, je me voyais un étalon où j'étais à terre, mais je me fouettais pour me relever. Fait que maintenant, là, il n'y a plus de fouet, il n'y a plus rien de ça. Fracture et douceur. Puis ça fait ce que ça va. Merci Joanne. Alors, bien. J'avertis, je vais pleurer. Ça va faire peut-être. Attends, je t'installe. Ouais. Ça va faire peut-être un petit peu suite à ce que Joanne parle. Moi, j'ai un témoignage de tout ce qu'il y a à faire. Puis, on te prend dans nos bras. Oui, je suis pas inquiète. Il y a du stop. Oui, je me suis apporté. Au mois d'octobre, quand j'ai écouté une canalisation de Omar, il avait parlé du mois de novembre noir. Puis, quand il a parlé de ça, on pense toujours que c'est à l'extérieur, puis ça va se produire, puis ça va être des catastrophes, des cataclysmes, tout ce que vous voudrez. Et moi, je l'ai vécu intérieurement. Ça a été un mois de novembre catastrophique. L'apocalypse totale. Tu parles dans ta vie? Dans ma vie. À l'intérieur de moi et dans ma vie de tous les jours. Vous savez tous que j'ai une ferme avec des chevaux. Puis moi, le matin, c'est moi qui s'en occupe. Puis pendant ce mois-là, je n'avais que l'énergie de m'occuper d'eux autres, les quelques heures que la lumière me laissait. Puis, j'ai été dépressive toute la journée, c'est pas dans ma nature. J'ai été malade, mes chiens ont été aussi malades que moi, mon conjoint aussi. Je me sentais brisée à l'intérieur. Puis, quand je partais de l'écurie, quand j'avais terminé mon travail à l'écurie pour me rendre à la maison, je perdais toute l'énergie, puis j'avais de la difficulté à rentrer chez moi. Et quand je rentrais chez moi, j'avais rien que l'idée, c'était de dormir. Puis, plus le mois avançait, quand je marchais pour la maison, je voyais à l'intérieur de moi que tout mon être intérieur, tout ce que j'avais, mes os, mes muscles, mes organes,
ça n'existait plus. Il me restait que la peau, l'enveloppe physique, puis c'était rempli de lumière, mais tellement grande, tellement puissante, que un matin, l'univers, la création a pénétré en moi, puis j'ai vu tous les archétypes de la création. Puis, je n'étais plus capable de marcher, je me traînais, et je me suis sentie, c'est drôle, comme un néandertal. Tellement que c'est descendu profond, puis j'avais plus rien. Puis quand la nuit, je me réveillais, je voyais mes jambes, à l'intérieur de mes jambes, j'avais plus de muscles, ce n'était que de la lumière et du feu, ça brûlait dans mes bras, ça brûlait. Tout le mois, j'ai été brisée, en totalité. Puis, dans ce mois-là, j'ai eu la visite d'Omran. Puis, je lui ai demandé, pourquoi tu viens me voir? Il m'a dit, parce que nous avons besoin de toi. Ah, ça, c'est des mots de Pépère quand il a besoin de quelqu'un. Il adore dire ça. Quand il y a un organisateur, ou à l'époque c'était Véro, oui, on a besoin de toi, t'es ma secrétaire. Je lui ai dit pourquoi. Il dit, nous avons un travail dans le futur pour toi. Je lui ai demandé quoi. Il m'a dit, tu seras entendu. Et je fais ce témoignage-là parce que je veux remercier Francine. C'est elle qui m'a poussé à le faire. Parce que je suis le goût de pleurer ma vie. Ça fait du bien. Fait que c'est tout. C'est beau. Moi, je parle comme ça. Toujours pour nous donner de la joie, tout ça, moi, elle me fait souffrir en totalité pour que chacune de mes cellules de mon corps devienne lumière, puis je pense que je suis devenue lumière en totalité. Je vous souhaite de vivre tous la même chose. Merci. C'est bien. Merci. Ça m'a fait plaisir. Le micro est décroché, le petit micro. Oh, mais là, ça, on ne s'en sert pas du petit. C'est uniquement l'enregistrement. Bon, vous avez bien fait de sortir les mouchoirs. On a une boîte. Allez, viens. Alain, le A, le L, le A, le T et le L. J'ai fait mes devoirs. On m'a demandé, avec carnet, qu'est-ce que ça faisait. Mais ils sont allés plus loin que ça, ils sont obligés. Là, je veux vous expliquer une chose. C'est comme si la bâtisse, les murs, vous parleraient. C'est ce qu'elle me dit, parce que je suis adressé à la bâtisse, c'est ce qu'elle a dit présentement, aujourd'hui, là, ce matin. Puis je vais vous dire qu'est-ce que j'ai pris, c'est l'espace du carnet, j'ai tout pris ça. Mais, vous allez voir le résultat que ça donne. Donc, c'est sûr qu'elle, en recevant Jean-Luc et toute l'organisation, son premier état, elle était dans une excitation, dans une fébrilité. Donc, elle dit, l'excitation que je sens, la bâtisse, là, pacifie actuellement le cœur de votre être-té. Dans une conscience qui amorcera une réalité magnifiante, l'éclosion de la lumière.
Attends. Tu vas nous détailler un petit peu ton ouverture du cœur que tu as vécue hier. Ah. C'est particulier. L'ouverture que j'ai vécue hier, là, ça se passe vraiment ici. Là. Puis, vous connaissez, on s'en va venir, la jouissance physique, quand vous avez un orgasme. C'est la même chose dans le cœur. Mais c'est la même chose dans le cœur. Exact. Ah, c'est ça que tu voulais. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé. Puis, quand ça arrive, là, t'oublies tout. Ah oui. T'oublies Il n'y a tout. plus que ça. Il n'y a plus que ça. Mais là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Vous allez dire, c'est fou, ce que moi vous dire là, mais je me permets d'ouvrir, c'est osé. C'est vraiment, je peux vous dire que dans un vrai orgasme, j'ai été projeté dans les étoiles. Merci. Merci. On pourrait l'appeler d'ailleurs une jouissance du cœur, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Dans les premiers temps, si tu veux, en 2012, début 2012, quand l'onde de vie est apparue, je l'avais expliqué, il y a des gens qui avaient cette onde de vie qui montait, qui vivaient des orgasmes au niveau, surtout les femmes, carrément sexuels et très intenses, sans rien, tout seul, spontanément. Et après, quand il y a eu cette montée de l'énergie du premier chakra au cœur, ça a donné effectivement cette jouissance du cœur, qui est incomparable, même si c'est la même qualité que ce qu'on appelle la jouissance sexuelle. Simplement, au lieu de partir d'ici, ça part d'ici. Et là, comme tu dis, effectivement, on oublie tout. Parce qu'on n'est que ça. On n'est que ça. Tout le reste, comme on dit, c'est une illusion, un rêve, et pourtant, on doit assumer, puisqu'on a écrit. Mais il n'y a que ça. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de forme, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas d'individu. Nous sommes cela, vraiment. Et c'est effectivement une telle jouissance de le retrouver que c'est hallucinant, quoi. Il n'y a pas de mots, même si, comme disait Yves, c'est d'une beauté, c'est d'une simplicité. On essaye de trouver des mots, même moi. Il n'y a rien pour qualifier ça. Alors bon, on a mis agapé parce que la signification du mot agapé correspond à cet amour-là, effectivement, qui ne dépend de rien, ni de personne, ni d'aucune circonstance. Et puis agapé, c'est aussi vibral, quand même, malgré tout. Mais c'est vraiment encore tellement éloigné de ce que c'est. Parce qu'il n'y a plus de mots. C'est pour ça qu'on appelle le grand vide, le grand silence. Et après, ça ne vous empêche pas de vivre votre vie, d'avoir votre vie humaine, quotidienne, mais ça change tout. Tout est changé. Et tout devient effectivement, même quand il y a des épisodes bizarres, qu'on a tous, on sait. On s'est retrouvés. Et c'est là en permanence, même quand ça semble par moments disparaître. Il suffit d'arrêter l'automate, le singe, le perroquet, c'est-à-dire le personnage, pour se retrouver instantanément. C'est là à profusion. Vous voyez ? Alors, quel que soit votre positionnement, votre vécu aujourd'hui, que vous le viviez ou pas, ça n'a pas d'importance parce que vous êtes exactement en train de le vivre. À votre façon, par la douleur, par l'interrogation, par la maladie, par la souffrance, ça vous conduit à ça. Systématiquement. Ça ne peut pas échouer. Vous ne pouvez que vous reconnaître avec une certitude qu'aucun élément de ce monde ne peut vous apporter. Qui d'autre veut venir parler ? Interroger, parler. Vous voyez, il y a de moins en moins de questions maintenant. C'est juste, on essaye de, chacun au mieux de parler de ce vécu-là. Bon, il peut y avoir des questions aussi, hein. C'est un partage, un témoignage.
précédé, on parlait de novembre noir. Je pense que pour nous, ça a commencé, c'était octobre noir, qui s'est poursuivi en novembre. C'est un événement familial qui touche mon frère, qui a été en grande dépression depuis l'été. Et ça s'est poursuivi à l'automne. Et le 2 octobre, exactement, ça a basculé. Et cette semaine-là, ma mère m'avait demandé d'être présente pour le soutenir, parce qu'ils habitent ensemble, et aussi pour le soutenir. Et ils ont une grande ouverture, ils écoutent les canalisations, etc. Et le 2 octobre, j'étais là, j'ai couché là, moi qui n'aime pas de coucher. Et dans la nuit, c'est la première étape, dans la nuit, je me suis réveillée. Je ne me réveille pas la nuit d'habitude. J'étais à la salle de bain et en sortant de la salle de bain, j'ai vu qu'il était là, qu'il ne dormait pas. Je pensais qu'il devait aller à la salle de bain, j'ai dit vas-y, je serai après. Là, il m'a dit non, tu peux y aller. J'irai après. Donc je suis sortie de la salle de bain pour retourner à la chambre, à coucher. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis retournée parce que c'était pas calculé, c'était pas le doute, c'était pas une suspicion, rien. Je me suis retournée, tout bonnement, je lui ai dit, est-ce que tu as quelque chose dans les mains? Il était 1h30 du matin. Et il y avait un couteau. Mais j'ai pas eu de réaction, j'ai pas eu de choc, dans le sens de choc émotif. Je me suis juste vue m'approcher de lui de quelque part et lui dire remets-moi le couteau, s'il te plaît. Et j'ai pris le couteau, j'ai dit là, tu as besoin d'être soutenu, tu as besoin d'aide. Parce qu'il me dit je veux en finir. Donc j'ai retourné, j'ai juste eu le temps de remettre le couteau à la cuisine. Et je suis revenue, j'ai dit, je vais appeler quelqu'un pour t'aider. Donc j'ai appelé des ambulanciers qui sont venus. Ils restaient calmes. Donc j'ai expliqué un petit peu. Il m'a dit, on va l'aider, on va recevoir l'aide pour le calmer. Donc effectivement, on l'a transporté à l'hôpital. Donc ma mère était dans un choc, mais moi j'étais dans un calme. Parfois je me dis, écoute, t'as pas d'émotion, tu n'as rien. Et le lendemain, j'ai été à l'hôpital pour le voir. Parce que je suis la seule, on n'est pas nombreux dans la famille. Et quand j'arrivais à l'hôpital, on m'a dit, mais on l'a déjà déplacé. Il est rendu dans une autre aile. Et j'étais le rejoindre là, et en allant le rejoindre là, en cours de route, dans la voiture, je le vois qui sort de l'hôpital. Je dis, comment ça se fait? Comment on t'a relâché? On t'a donné congé. Mais oui, il me dit oui, parce qu'il y avait un psychiatre qui m'a dit qu'on en a de pire que toi. Donc, on fait une histoire long cours. Donc, on est rentré on finit par rentrer à la maison ce soir-là. Mais j'ai toujours pas eu peur. J'étais déçue, je comprenais pas, mais je dis, c'est comme ça. Bon. Et on s'est couché, j'étais fatiguée, donc je me suis couchée. Et le lendemain matin, je suis réveillée parce que je devais rentrer chez moi pour revenir après. Et en attendant, elle m'a donné le rapport médical. Je dis, c'est parfait, je vais faire une copie parce que je devais le remettre à ton médecin. Et j'étais assise à la table en train de lire. Encore une fois, je me suis retournée sans aucune suspicion, sans aucune... Je me vois comme un automate me retourner. Il était en arrière. Je posais la même question, as-tu quelque chose dans les mains? Il avait un plus long couteau. Encore, je me vois encore me lever, m'approcher de lui. Je dis, donne-moi gentiment, remets-moi le couteau. J'ai pu prendre le couteau, mais il y avait un peu de résistance. Je dis, sans penser, sans rien projeter, ma seule idée, c'était de m'éloigner avec le couteau. Mais là, il m'a rattrapé. Il y a eu une réaction. Il a voulu avoir le couteau. Et moi, j'avais le couteau. Je dis, moi, si je peux avoir la porte, je sortirai
Bon. Et ma mère était là. Et là, il y a eu une bousculade. Je me suis retrouvée à terre, avec le couteau ici. Ah. Je me suis relevée, la même chose, avec le couteau ici. Mais il n'y arrivait pas à m'atteindre. Et le couteau était là. Et finalement, j'ai pu ouvrir la porte et je suis partie. J'ai pu balancer le couteau, je ne sais pas où, et je suis partie. Il y avait un peu de sang, mais je ne savais pas d'où ça venait. Et là, en descendant, bon, j'ai pu appeler, bon, et là, ça a été tout un carnaval du système qui s'est mis en place. Les voitures de police, les ambulanciers, et ça a duré de 9h30 le matin à 3h le lendemain matin, où j'étais obligée d'être là parce que j'étais la seule. Et ayant à répondre à toutes les questions, à tous ceux qui étaient là, les enquêteurs, tout. Mais tout le monde me regardait avec ce point d'interrogation, c'est comment ça se fait qu'elle n'est pas émotive, comment ça se fait qu'il n'y a pas de drame, ils me l'ont dit, comment ça se fait qu'elle ne réagit pas, comment ça se fait que tout est clair, que toutes les explications qui sont données soient claires, transparentes et tout. Parce qu'à la fin, ils m'ont dit, écoutez, c'est la première fois, on n'aura pas à vous reposer des questions parce qu'on a tout ce qu'il faut. Et à 3h30 du matin, parce que je n'avais pas accès à l'appartement, ils sont partis, j'ai repris ma voiture, je suis rentrée chez moi. Je me suis couchée. Et pendant que j'étais là, par terre, avec le couteau à côté de la gorge, la seule chose qui était là, c'était Abba. C'était tu t'abandonnes. Si tu dois partir, tu pars. Si tu dois, tu acceptes. Tu acceptes ce qui est là. Et c'est tout. L'idée, je n'avais pas l'idée que ça pouvait se terminer comme ça, mais je l'ai accepté. Et ça continue. Et il est rentré, il a été, d'ailleurs, pendant la journée, c'est 12 heures qui se sont découlées le lendemain, quand les ambulanciers, les enquêteurs étaient toujours là, mais je les prenais soin de moi, je les étais, et c'était vraiment attentif. Et à un moment donné, ils m'ont dit, écoutez, il est sur la table d'opération parce que lui, pendant qu'on était partis, ma mère a pu se libérer. Lui, s'est taillé. C'était une souffrance, il a vécu une souffrance extrême. Et quand ils sont partis, ils m'ont dit, ça tient à un fil. Il est sur la table d'opération. Et comme si vous ne voulez pas que j'ai des attentes. Et tout de suite, j'ai accepté. Et j'ai fait le deuil tout de suite. Et je me suis dit, encore une fois, si c'est ça, j'accepte. Et il s'en est sorti. Parce que dans la nuit, dans la soirée, ils m'ont dit, son état est stable, il est de soins intensifs, mais on a pu le rescaper. Et donc, moi je suis rentrée, après je suis rentrée chez moi, je l'ai vu le lendemain matin, parce que je suis la seule qui suis là pour le soutenir lui, et aussi la famille, parce que pendant ces 12 heures qui sont écoulées, il y a une soeur qui est arrivée, et ma mère qui est arrivée, il y a l'autre qui est appelé d'Ottawa, et encore une fois, dans le calme, je voyais que ça allait se dramatiser, mais c'était de ramener le calme tout de suite, de dédramatiser, de ne pas compliquer les choses encore plus, et elles se sont calmées effectivement. Et depuis ce temps-là, lui, il a été à l'hôpital, il s'en est sorti, il y a eu une convalescence assez rapide physiquement, et là, il est pris en charge psychologiquement. Au niveau. Mais ça va bien. Ça va très bien, et il doit sortir dans les jours qui viennent. Mais c'était ça. La question que je me suis posée après, c'est est-ce qu'il a vraiment fallu que je lui enlève le couteau?
Que je lui enlève le couteau. Quand c'est arrivé. Quand j'ai vu le couteau, qu'il tenait un couteau. Parce que ça peut être réfléchi. Est-ce que j'ai bien fait de lui enlever... Moi, je me suis posé la question, est-ce que j'ai bien fait de lui enlever le couteau ou est-ce que j'aurais dû laisser faire ce qui était là? Non, ça s'appelle non-assistance à personne en danger, tout simplement, sur un plan légal. Donc tu as tout à fait bien fait, oui. Quand on dit ne rien faire, ça ne veut pas dire laisser quelqu'un se suicider. Hein, d'accord? Donc oui, bien évidemment, il y a des règles. Il y a des règles sociétales, il y a des règles morales. Hein, et donc, oui, bien sûr que tu as bien fait. Bon, c'était pas calculé, c'était... Non, en plus c'est venu spontanément. Oui. Donc si c'est venu spontanément, tu ne te passe pas de problème. Mais le devoir d'assistance, et d'ailleurs on le sait tous en tant qu'être humain, parce que quand il y a des problèmes, et surtout dans ce pays, on en parlait encore avec Louis ce matin, vous avez été obligés de vous soutenir mutuellement, les premiers colons qui sont arrivés avec les conditions de vie. Donc l'assistance, la coopération même, la fraternité est fondamentale, bien sûr. C'est pas parce qu'on sait que l'absolu et que ce monde est une illusion qu'on doit laisser tout le monde se suicider parce que c'est une illusion, non. Il y a des moments où l'action vitale, dans tous les sens du terme, est indispensable. Ne te pose pas de questions par rapport à ça. Tu as fait la seule chose qui était à faire. Tu vois ? Là, on est en dehors de toute considération philosophique ou phylogénétique. Il y a un événement, peu importe si c'est dans l'illusion, tu te dois d'intervenir cet événement. Bien sûr. Bien sûr. Et je suis bien. Voilà. Non, c'est tout à fait logique. Tout à fait logique. Et d'ailleurs, c'est spontané, on ne réfléchit pas. Regarde, par exemple, quelqu'un veut se suicider, se jette dans l'eau ou d'un pont, il y a toujours quelqu'un qui est là, s'il y a des gens, qui va sauter sans réfléchir pour aller le soigner. Ça fait partie de la nature humaine, de ce qu'on appelle éventuellement la préservation de l'espèce, mais c'est aussi un signe de fraternité, un signe de service, d'aide. Tu vois? Donc tu n'as pas à te poser ça. C'est exactement ce qui devait être. Sans ça, tu serais arrivé 10 minutes plus tard. Eh oui. Et après, ceux qui les ambulanciers, ils ont tellement insisté que j'arrive à l'hôpital. Ils m'ont dit, vous allez être traumatisé, vous allez être traumatisé. Je dis non, je ne serai pas traumatisé. C'est comme ça. Et il m'a dit, non, pas maintenant, peut-être dans un mois, dans quelques semaines. Je dis non, il n'y a aucune raison que tu sois traumatisé. Aucune, non, j'ai coupé ça. Mais n'oublie pas que ce système médical n'est basé que sur la peur. On en a parlé hier. On en a parlé hier par rapport au diagnostic qui est asséné de n'importe quelle maladie. La société, dans sa totalité, fonctionne sur la peur. Sans ça, il n'y aurait pas d'assurance vie, d'assurance retraite, d'assurance voiture, d'assurance maison, etc. Donc oui, tu as eu le comportement le plus adapté qui soit. Ce que je peux dire, c'est que si je n'avais pas suivi, si je n'avais pas entrepris ce chemin, je veux dire, qui est très clair, très évident pour moi, il n'y a pas eu tous ces consignes, tous ces éclairages, de rendez-vous, de là-bas, de Oma, de Bidi, je ne saurais pas, je veux dire, je ne serais pas passé, je ne serais pas arrivé comme ça. Ça a vraiment créé cet abandon, cet ancrage, ce détachement qui fait que je suis ici aujourd'hui. Parce que j'étais par terre, je pensais à la réunion ici. Ah bah viens, le long du cahier, viens, je peux pas marquer ça. Mais c'est ça. Donc je voulais partager ça. Merci. Merci. Vous voyez, vous animez les serpents mieux que moi. C'est marrant parce que ça préfigure un petit peu ce qui va se passer au Summit international Agapé, où moi je ne me passerai pas du tout en avant, je vais jouer l'articulateur entre les différents intervenants. J'interviendrai à la fin simplement. Pour une résonance Agapé, surtout le public là, on sera 20 000. Ça va être mais moi, mon rôle maintenant n'est plus d'enseigner, j'enseigne rien. Fini tout ça.
vous donne ce que j'ai appris comme connaissance sur les cristaux, les champignons, mais le but c'est de partager, c'est de raisonner à ce que nous disons et vivons les uns et les autres. Ça suffit pour nous à peu près. Dès que vous vous livrez, en témoignant, vous vous libérez et vous faites raisonner les autres à cette même libération. C'est aussi simple que ça aujourd'hui. Qui veut venir? Alors, moi, je voulais juste partager un petit quelque chose que j'ai vécu en 2012, parce que 2012 a été une année charnière extrêmement importante dans ma vie. Et c'est pour faire suite à ce que mon ami Alain a raconté à propos de la Kundalini, la montée de Kundalini qui arrive au cœur. Mais c'est pas toujours la fun, une montée de Kundalini. Puis moi, je l'ai vécu, pas le fun. Je me suis fait dire par après que c'était une montée de Kundalini sauvage. Alors, à un moment donné, j'étais en train de cuisiner, tout ça, tout à coup, il y avait vraiment quelque chose qui me montait, puis là, j'ai dit, oh, je connais ça, cette sensation-là, ça, je la connais, là, tu sais. Là, ça faisait comme bizarre un peu, je disais, qu'est-ce qui se passe là? Mais en tout cas, je danse. Bon, puis je continue, mais tout à coup, ça revient. Ben là, je rêve pas, là, j'ai dit, non, je suis pas, puis ça monte ça paraît, c'est tout qui se passe. Fait que là, je me suis aperçue, ça s'est comme transformé, puis là, j'ai ressenti que c'était comme des orgasmes, des petits orgasmes qui montaient. Mais là, ça n'arrêtait pas, là. Ça montait tout le temps, puis tous les jours, puis là, un moment donné, j'arrêtais, puis je regardais mon chum, je disais que là, rien. Ça montait sans arrêt. J'ai dit, oui, mais je ne peux pas rester le même, ça n'a pas de bon sens, ça n'arrête plus. Ça arrêtait vraiment plus dans le tour, partout. J'ai dit, moi, je vais venir folle avec ça. Je vais venir vraiment folle avec ça pour que ça arrête. Là. Puis là, ben, j'étais sur Internet, je fouillais du monde qui pouvait m'aider. Puis finalement, j'ai dit, je ne trouvais pas personne. Puis j'ai dit, mon Dieu, voilà, je suis pas là pour tout à l'heure. Le docteur a dit oui. Ben, j'ai dit, c'est parce que j'ai quelque chose qui monte, là, puis ça monte, là, puis ça s'en va dans la tête. J'ai dit, ça, la boucle par en arrière, puis mon Dieu. Fait qu'il a dit, ouais, mais décrivez-moi, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est une chaleur? Je dis, non, c'est pas une chaleur, c'est comme, je dis, je sais pas trop, c'est comme une vapeur. Mais je dis, mais là, je voulais pas lui dire qu'est-ce que les orgasmes, vraiment, mais, tu sais, l'orgasme, 12 fois par jour, tu sais, c'est pas Fait que là, j'ai dit, fait que là, il dit, ben, je vais vous faire passer des examens. Fait que là, je passe des examens, et il dit, mais ma pauvre madame, il dit, il n'y a absolument rien, je n'ai pas capable de voir ce que je mais je vous laisse pas comme ça. Il dit, écoutez, c'est tannant, ça monte. C'est fatigant, ça m'épuise. Je peux rien faire. Là, je sais absolument pas ce que je peux faire pour vous. Finalement, j'ai communiqué avec quelqu'un qui a écrit un livre sur la Kundalini, André Riviera, je ne sais pas si tu le connais, un Européen. Et puis lui, il m'a vraiment aidé dans mon cheminement, parce que je pense que j'étais vraiment trop dans l'étude, puis dans les écrits, puis dans les livres, puis dans les titres, j'étais vraiment décollée là-dedans. Alors là, j'ai dit, faut que je trouve un moyen de sortir de ça, puis il m'a aidé. Mais qu'est-ce qui est arrivé entre autres, c'est qu'un soir, une nuit, moi j'ai connu Omran, je l'ai connu personnellement, pas personnellement, mais de son vivant, parce que je suis allée au Bon Fin.
Et puis, je suis allée au lever du soleil avec lui et tout ça. Puis, une nuit, là, j'ai bien mêlé parce que là, je passe pas au travers de ça. C'est vraiment fatigant. C'est pas, on penserait que c'est le fun, là. Un orgasme avec son conjoint, c'est le fun, là, mais quand c'est à répétition, c'est vraiment pas le fun. Et puis, Oma est venu. Et puis, une nuit, et je l'ai vraiment vu, il était vraiment au-dessus de moi, puis je l'ai entendu avec une voix extrêmement caverneuse. C'était vraiment, vraiment caverneux, là. Puis il a parlé, il a émis des sons, je ne sais pas c'est quoi exactement les sons, mais là, je peux vous dire qu'il n'y avait pas un orifice de mon corps, la lumière ne sortait pas par là. Ça sortait. C'était incroyable. Il y a eu un temps d'arrêt, il a recommencé, puis mon corps, le physique, là, et ça chiquait, je me sentais vraiment fébrile. Et puis là, il est parti. Puis le lendemain matin, là, j'étais enfoncée dans mon matelas, j'étais plus capable de bouger, j'avais les deux bras comme ça, j'étais vraiment là, comme, tu sais, écrasée, là, plus capable de bouger. Ça m'a pris un certain temps, après ça, je me suis levée, puis c'était terminé. Puis le médecin est venu. Mais tu sais, je voulais le partager parce qu'il y a des fois, les gens, ils peuvent penser, tu sais, que les montées de Kundalini, c'est pas toujours, je pense qu'il faut faire attention, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours une joie. C'est pas toujours une joie qui monte, qui arrive au cœur. La montée de la Kundalini, c'est pas la joie, c'est plutôt très effrayant. C'était très effrayant, j'avais vraiment peur. En plus, qu'à un moment donné, je dis sur Internet qu'il y avait une femme qui s'était suicidée parce qu'elle avait 100 orgasmes par jour. Oui, mais j'ai dit, je m'en vais dessus là. Ça n'a pas de bon sens, là. Tu te rends compte quand même, on passe sa vie à chercher ça quand on est jeune, et là, c'est pas là. Ah non, là, c'était un cauchemar, c'était vraiment un cauchemar. Alors, ça se fait qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui disent ça. On peut s'en sortir, on demande à Oma. Ben, c'est le meilleur médecin. L'anecdote, c'est que, effectivement, comme tu dis, ça s'est passé en 2012 quand il y a eu la montée du nombre de vies, à partir du mois de mars. On avait ça aussi à Orca quand on faisait les stages. Il y avait des sœurs qui se levaient le matin, elles en pouvaient. Elles avaient vécu 10, 15 orgasmes, sans rien faire, sans rien demander. Tout à fait. Ouais. Alors, c'est ça. Merci. Dans la dynamique qui s'est produite sur le plan énergétique et vibratoire depuis 1984, il faut bien comprendre que l'éveil de la Kundalini, c'est décrit dans tous les yogas, le Kundalini Yoga, les gens qui en parlent. J'ai eu l'occasion de rencontrer des hommes, des femmes qui avaient vécu l'éveil de la Kundalini, ils n'étaient pas vraiment dans la joie. La grande différence, c'est que depuis 1984, comme on disait, l'Esprit Saint est descendu. La lumière, la radiation de l'ultraviolet est descendue, ça a été une ouverture des chakras par le haut. Que le canal médian de la colonne vertébrale a été recouvert de particules adamantines, ce qui est devenu le canal de l'éther, et non plus seulement la Shushumna. Et il fallait ça comme préparation avant que la Kundalini monte pour conduire l'énergie au cœur et à la tête, mais accompagné de la vraie lumière. Parce que l'éveil de la Kundalini tout seul, sans avoir reçu la lumière qui est descendue, vous savez très bien comment ça se traduit. À ce moment-là, il y a une possession archontique. Tous les gens qui sont clairvoyants, moi à l'époque, pour ces frères et sœurs qui avaient vécu des éveils sauvages de la Kundalini, comme on dit, sans rien demander, avant même les noces, il faut parler des années 80, ces gens avaient tous un magnifique archonte plaqué sur le dos. Ils étaient possédés. L'éveil de la Kundalini sans descendre de l'Esprit Saint auparavant, c'est pas la vraie lumière qui monte. C'est la lumière luciférienne. C'est pour ça qu'il n'a pas pu être déclenché de libération de la Terre, que ça devait suivre un processus très particulier de resynthèse du corps d'éternité. Il fallait d'abord libérer l'onde de vie, c'est-à-dire l'information du noyau cristallin de la Terre, parce qu'à ce moment-là, c'était l'onde de vie qui montait, et pas la Kundalini toute seule. Donc vous imaginez bien que s'il n'y avait pas eu toutes ces protections, toute cette dynamique de descente de la lumière, de contact avec le noyau cristallin, on aurait été emporté au moment de l'événement dans l'illusion par justement ce feu de la Kundalini, mais qui n'était pas fécondé par la vraie lumière. Donc
réveil de la Kundalini tout seul, là c'est dans des circonstances particulières, c'est lié à une de vie bien sûr, mais les éveils de la Kundalini sauvage qui sont recherchés dans certaines formes de yoga, c'est dramatique. C'est dramatique parce que ça fait monter ce qu'on appelle la fausse lumière. Là, c'est pas la fausse lumière qui est montée, bien sûr, c'est lié à l'onde de vie, c'est lié à l'amour qui allait se manifester ensuite. Hein. Donc c'est tout à fait cohérent. Toute cette préparation qu'il y a eu de script de fin de création nécessitait un certain nombre de conditions préalables, qui étaient d'avoir un nombre suffisant de frères et de sœurs, dont certains ont été préparés déjà depuis bien plus longtemps que 1984, bien avant, pour s'assurer que ce passage de Nibiru, qui est cyclique, ne permette pas justement un réenfermement. Il fallait que l'information lumière pure, la radiation ultraviolette, la radiation d'Esprit Saint et le rayonnement de Sirius, bien sûr, originel, s'impactent dans un nombre suffisamment d'êtres humains pour activer ce qu'on a appelé les étoiles, les nouveaux corps, pour être sûr que le mécanisme qu'on appelait à l'époque de l'ascension, de la transcendance dimensionnelle, ne soit pas pollué ou dévié par la fausse lumière. Ça a été toute la fonction, si vous voulez, de cette descente de lumière, de l'activation du corps d'éternité, des étoiles, des portes, de l'onde de vie, du canal marial, qui a, par la descente de l'Esprit Saint, comme je l'ai dit, tapissé le canal médian, le canal de l'éther, pour éviter que ce feu du serpent, comme on l'appelle, qui est un feu vital, ce n'est pas un feu vibral, que ce feu vital soit drainé, canalisé, enrobé par le feu igné de l'esprit, pour éviter justement un nouvel enfermement. À l'époque, on ne savait pas que c'était la fin du mythe de la création, bien sûr, personne. Mais c'est quelque chose qui a été important, l'aspect vibratoire, pour permettre justement d'éviter à la lumière astrale, ça vous êtes bien placé pour connaître avec Bernard de Montréal tout ça, ne prennent encore plus la voie de l'illusion, la voie d'un rêve, d'un cauchemar, parce que je me rappelle quand même, Steiner en avait parlé, qu'il était prévu dans les plans Illuminati des méchants garçons de enfermer la conscience non plus dans un corps biologique, mais dans des circuits électroniques. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui, malheureusement, qui pensent qu'une seule chose, c'est qu'ils veulent rentrer dans les machines, ils veulent devenir une machine pour ne pas souffrir, pour ne pas être dans un corps. C'était l'objectif, Steiner l'avait parfaitement décrit, c'était à ce moment-là la descente de la conscience, non plus en 3D, mais en 2D. Et là, c'était fini. C'est fini. On serait ad vitam aeternam des circuits électroniques, en train d'errer dans des circuits électroniques. On est déjà dans une matrice artificielle, mais vous imaginez bien qu'il y a quand même une certaine liberté de mouvement, si on peut dire. Ça n'aurait plus du tout été le cas si on était resté dans le jeu vidéo. On serait devenu des circuits électroniques, la conscience aurait été piégée dans ces circuits binaires. Vous avez maintenant, a posteriori, l'explication parfaite de pourquoi il y a eu cette préparation, pourquoi elle a duré si longtemps. Ça fait quand même 84, c'est pas d'aujourd'hui. Et pourquoi aujourd'hui ça se prolonge encore. Et comme je le dis chaque jour, bénissons chaque jour que nous vivons, parce que plus le temps passe, plus on sera mature. Et on n'aura aucune difficulté, comme j'ai eu l'occasion de le dire, ceux qui vivent même la présence seulement, au moment du paradis blanc, ben, on constatera tous que c'est l'unique vérité, quoi. Que tous ces mondes, ces formes, ces paysages, ces luttes, ces souffrances n'ont été qu'un rêve, réellement et concrètement, et qu'elle allait devenir un cauchemar total. Hein? Tout a été écrit, je l'ai dit et je le répète, à l'instant initial de la création. C'était la seule façon de laisser le programme de rêve des grandes mères généticiennes se réaliser. Il y a la création de toutes les dimensions, l'expérience de la projection de la conscience, la création même de la conscience. Il fallait être sûr, parce que bien évidemment, pour celui qui n'a pas participé au rêve de la création, il était évident que ça allait se terminer, comme on dit en français, en mode boudin, c'est-à-dire dans un cul-de-sac phénoménal, et qu'il fallait, bien évidemment, c'est pour ça que tout a été inscrit dans l'instinct initial,
et que je vous dis sans arrêt que c'est un jeu vidéo ou une scène de théâtre, comme disait Billy, et que tout a été écrit. Il fallait le reparcourir, le traverser, le vivre, ce que nous avons fait. Nous sommes, comme je dis, nous sommes l'événement, nous sommes ceux que nous attendions, mais nous sommes aussi ceux que toutes les dimensions, les archanges, la source, Métatron, attendaient. N'en concevant aucune, ni supériorité, ni élévation, mais c'est au contraire une très grande humilité que de porter toute la création. Elle est en nous, en totalité. Aussi bien il y a le Débaoth que Dieu, que les saints, que les pires des assassins. C'est la stricte vérité. Donc ça a suivi une logique a posteriori maintenant, qui est une perfection inouïe. C'est la perfection de la lumière. C'est pas la perfection d'un être, c'est la perfection de la lumière elle-même. Quand elle est émanée pour la première fois du grand vide, du grand silence, de la béatitude, de l'ultime demeure. Tout a parfaitement été écrit. C'est en ce sens que l'acceptation prend tout son sens. Ce que vous vivez est exactement ce que vous deviez vivre, que vous le vouliez ou pas. C'est vraiment la vérité. C'est pas ma vérité, hein, c'est la vérité absolue au sens où elle est. Vous entendez, il n'y en a pas d'autre. Tout le reste passe, comme on dit. Et on a la chance inouïe que ça se concrétise au travers de ce sac d'argent ou ce temple, vous l'appelez comme vous voulez. C'est un cadeau, mais une restitution plus exactement. Mais j'aime bien le terme cadeau quand même. C'est un cadeau inouï, parce que vous voyez bien tous les témoignages qu'on a aujourd'hui, hier, dans les mois précédents. Il y a une telle résonance qui s'établit entre nous tous, pas uniquement au Québec, mais à travers tous les pays du monde, qui est telle que, bien évidemment, quand la vérité est découverte, c'est ce que disait Nisargadatta, la recherche de la vérité va être quelque chose de très dangereux parce que ça va mettre fin au monde. Oui, il avait totalement raison. Totalement. Nous avons tout rêvé, nous avons tout vécu. Il est temps maintenant de se souvenir, de se rappeler de qui on est, antérieurement à toute forme, à toute histoire, à tout personnage, à tout scénario. Et c'est une grande liberté, c'est une grande joie. Même à travers, comme l'a dit notre sœur tout à l'heure, des souffrances incroyables. Le but était effectivement de se retrouver. Et soyez assurés que plus je vous dites que vous ne comprenez pas, plus je vous dites que je ne suis pas à la bonne place, vous êtes assurés que vous êtes vraiment à la juste place qu'il vous faut. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une rétribution, c'est une circonstance. Ce sont les conditions préalables qui étaient nécessaires pour vous. À partir de là, dans cette acceptation-là, vous pouvez constater que tout ce qui faisait obstacle est consumé littéralement, que ce soit par le feu de la souffrance, que ce soit par le feu vital, par la colère, peu importe, peu importe. Acceptez cela, et c'est la fin de la souffrance. Acceptez cela, et c'est la fin de l'errance, c'est la fin de la quête, bien évidemment. Après, la vie continue, mais elle n'est pas vue et vécue de la même façon. Pour ça, je vous dis, profitons de chaque jour qui nous est offert dans cette illusion, dans ce rêve, dans ce cauchemar, pour asseoir cette vérité. Elle s'assied d'elle-même, d'ailleurs. Cette intelligence de la lumière qui est une perfection totale que nous sommes, puisque nous sommes la première émanation de la lumière. La boucle est bouclée, tout est accompli. Ça a été dit et redit, l'événement est en cours, c'est évident, à tel point que maintenant, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais en France, l'effondrement, la fin de l'humanité est actée dans les médias officiels, dans les journaux les plus connus. On nous en parle sans arrêt. Il n'est pas une journée sans qu'on nous parle de l'effondrement. Alors bien sûr, après, les postures sont différentes. Il y a les collapsologues. Alors eux, ils vont travailler sur l'après. Je pense qu'il y a un après. Vous avez même en entreprise ce qu'on appelle la disruption ou la disrupture, où le modèle économique, rassurez-vous, même les plus grands patrons, les plus grands prédateurs savent que le modèle est fini. Alors bien évidemment, dans leur tête, il faut trouver une autre façon de continuer.
Parce qu'ils envisagent comme toujours une suite. La conscience ne peut pas envisager qu'il n'y ait pas de suite, quel que soit le positionnement. Mais c'est pas grave. L'information de l'extinction level event, on nous en parle de partout en Europe, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les trous noirs qui ont réabsorbé les galaxies, le trou noir qui est au centre de la Voie lactée, qui défie toutes les lois. Parce que la masse, on calculait jusqu'à présent que la masse d'un trou noir ne pouvait pas être supérieure à 15 fois la masse de notre système solaire. Or, le trou noir qui est au centre de notre Voie lactée, de notre galaxie, fait je ne sais combien de fois la masse du système solaire. Et puis on commence à découvrir que le trou noir, effectivement, c'est l'observation actuelle, parfois il éjecte des planètes dans le cycle de la création. Encore, mais c'est des choses qui se sont passées il y a des milliards d'années, parce que c'est il y a des milliards d'années-lumière. Mais les données astrophysiques, climatiques, planétaires, géophysiques, l'entropie, comme on dit, c'est pas un réchauffement climatique qui est lié à la Terre, c'est le feu de l'amour. C'est ça la lumière blanche du paradis. Tout ce qu'avait dit Céletti avant les noces célestes, je me rappelle à l'époque, je m'étais fait incendier sur les forums, des canalisations de Céletti bien avant les noces célestes, qui décrivait de façon purement mécanique le processus de la transformation de notre Soleil en géante rouge, la réabsorption dans la protosphère solaire de Mercure. C'est exactement ce qui est en train de se passer. À l'époque, c'était insensé de dire ça. C'était insensé d'avoir des êtres qui disaient des choses pareilles, c'était pourtant la vérité. Donc le script, le scénario a été révélé au fur et à mesure, vécu au fur et à mesure, jusqu'à ce que nous raisonnons maintenant. Hein, parce que les rencontres agapées, c'est l'occasion de raisonner ensemble, de partager cette grande joie, ce grand silence, ce grand vide, de toutes les manières possibles. Vos témoignages sont aussi, voire maintenant plus importants, de vos vécus que je peux raconter au MA ou que je peux raconter, bien évidemment. Qui d'autre veut venir? Jean-Luc, il reste 15 minutes. Hein? Il reste 15 minutes. Je viens de trouver un surnom dans mon cœur présentement. Iba. Abba, Iba, fort au Québec. Juste un petit témoignage comme ça, vu que je suis pas habituée de parler devant bien du monde. Un petit témoignage joyeux. Moi, ça se passe dans la nature surtout. C'est tellement beau, je suis beaucoup en contact avec la nature. Et c'est ça, je suis habituée de rencontrer des chevreuils dans le bois. Puis, ça fait plusieurs années, là, ça fait au moins 7-8 ans. Puis, il y en a une là-dedans qui me connaît. C'est comme une mère chevreuil avec des filles, elle a ses bébés. Bon. Et puis, elle est habituée à passer dans mon sentier pour aller dans le petit bois. C'est à peu près ça. Puis on se rencontre de temps en temps. Puis quand je vais voir, je dis allô, comme ça. Elle s'en va pas. Elle reste là. Puis dans le petit bois, elle se passe un peu. Et c'est ça. Un jour, j'ai sorti de la maison pour aller dans le poulailler. Et puis, j'ai sorti en vitesse. Je courais. Puis en même temps, elle était dans la cour, on s'était pas vu, on a fait comme le saut, on s'est vu. Puis elle a fait un véritable saut, elle passe à courir. Puis moi j'ai dit, hey, arrête! Je sais pas si vous avez déjà vu un chevreuil qui met les briques, mais elle a mis les briques. Elle a arrêté de courir parce qu'elle a entendu la voix dans le fond.
Puis là, elle était à 20 pieds de moi, tu comprends? Elle était vraiment à 20 pieds, puis c'est ça. C'était tellement drôle de voir quand elle a mis les brins, puis j'ai revu le tour. Elle s'est retournée de bord, puis là, j'ai continué à y parler. Je disais, excuse-moi si on a fait le saut. C'est ça, mais elle regardait, puis là, je parlais. T'es belle, tu sais, puis je la voyais encore plus proche, c'était quand même à 20 pieds. Puis là, une année, elle s'est arrangée devant moi. Elle a pas couru. Elle est restée là. Puis moi, j'ai continué à faire ce que j'avais à faire. Donc, on s'est comme croisés un peu comme ça. Là. On s'est regardés, puis c'était un bel échange. Merci. Il nous reste 11 minutes. Allez, viens, Anna. Voilà. Bah, écoutez, je vous propose, il reste 5 minutes, on peut arrêter maintenant, le temps de s'aérer, fumer une cigarette et de préparer le repas. Nous reprenons, je vous le rappelle, à 2h avec Enol Wanen, où la place est réservée à Louis cette fois-ci. T'inquiète pas, il n'y a pas de questions, il n'y a rien. C'est juste pour être pas dans le rayonnement, mais dans la présence d'Enol Wanen. D'accord? Voilà, et bien écoutez, tout à l'heure, enfin on ne se quitte pas, mais on arrête l'enregistrement.